La proposition russe visant à détruire le stock d'armes chimiques syrien et les menaces du Congrès américain de destituer Obama ont permis d'éviter au monde une guerre mondiale. Mais les tensions des dernières semaines ont révélé l'ampleur du danger et l'absolue nécessité d'une solution durable. La sécurité et la paix ne pourront être établies qu'à long terme, par une politique de développement entre pays et continents. Y parvenir signifie briser la matrice géopolitique et financière qui l'empêche. La géopolitique étudie les défis que pose la géographie aux politiques. En regardant le monde sous cet angle, l'on remarque que l'Eurasie concentre 70% de la population mondiale, les 3/4 des réserves naturelles et 2 des plus importants centres politiques et économiques du monde, l'Europe et l'Asie. Pour le géographe de l'Empire britannique Harold Mackinder, l'Eurasie est le pivot du monde, le Heartland, et quiconque contrôle sa périphérie, le Rimland ou croissant intérieur, contrôle le monde. Pour maintenir son hégémonie maritime, c'est-à-dire empêcher l'émergence de puissances continentales indépendantes et souveraines au sein du Heartland, l'Empire britannique a misé sur la déstabilisation permanente du Rimland eurasiatique. Dès lors, les Balkans de l'Eurasie, ainsi nommés par le politologue américain Zbigniew Brzezinski, visent à empêcher toute alliance entre ceux qu'il appelle les barbares, Chine, Russie, croissant chiite, tandis que ceux qu'il appelle les vassaux, Europe, Arabie Saoudite, Israël, Turquie et Pakistan, restent sous la coupe diplomatique anglo-américaine. Les interventions militaires en Irak, en Afghanistan et en Syrie, tout comme le conflit permanent entre Israël et la Palestine, ainsi que le djihadisme international, ne sont que la continuité de la politique établie par Mackinder en 1904. L'alternative à la géopolitique impériale qui mène l'humanité à la guerre reste donc de rompre l'enclavement économique du Rimland et du Heartland. C'est précisément le but de la nouvelle route de la soie. L'idée d'une nouvelle route de la soie, conçue dans les années 1860 par l'économiste et conseiller d'Abraham Lincoln, Henry Carey, vise à reproduire la dynamique du transcontinental américain en l'appliquant au continent eurasiatique. Cette vision du développement fut représentée en France par le ministre des Affaires étrangères Gabriel Hanotaux, puis plus tard par l'expédition Citroën, visant à ouvrir une route entre Beyrouth et Pékin. En 1931, une extraordinaire aventure passionne le monde. La première traversée automobile de tout le continent asiatique, de la Méditerranée à la mer de Chine. Durant plus de 20 siècles, la route de la soie était un réseau de routes commerciales entre l'Asie et l'Europe, allant de Xi'an, en Chine, jusqu'à Palmyre, en Syrie. Elle doit son nom à la plus précieuse marchandise qui y transitait, la soie. Des caravanes partaient de Xi'an, empruntaient le corridor du Ganzhou, puis contournaient le désert du Taklamakan par le nord, au pied des hautes montagnes des Tian Shan. À partir de Kashgar, les pistes rejoignaient la Perse ou l'Inde à travers les hautes montagnes de l'Asie centrale, puis, par là, Samarcande. Les apports de la route de la soie sont énormes. Elle a permis un dialogue culturel et religieux entre des peuples très divers. L'intégration de tribus et de régions auparavant enclavées, et le transfert de technologies et de connaissances d'une civilisation à l'autre, papier, poudre noire, astronomie et bien d'autres. La nouvelle route de la soie passe par le Proche-Orient, point clé de la politique de déstabilisation permanente du Rimland. De l'Égypte à l'Afghanistan, ils font donc envisager un corridor de développement basé sur un réseau ferroviaire reliant la Palestine, Israël, le Liban, la Syrie, la Turquie, l'Irak et l'Iran. Il y a un précédent historique à cette liaison, associé à l'existence de l'Orient Express, allant de Al-Ismaïlia près du Caire jusqu'à Alep en Syrie. Au-delà des conflits locaux,
artificiellement créé ou encouragé, l'ennemi commun des populations est le désert. Le plan Oasis, proposé par l'économiste américain Lyndon LaRouche en 1974 à des responsables israéliens et arabes, touche à ce préalable essentiel à la paix qu'est l'eau, en créant une infrastructure permettant de reverdir la région. Le canal Mer Morte-Mer Rouge, dont la Jordanie veut aujourd'hui lancer la construction, peut être optimisé grâce à la mise en place de centrales nucléaires pour le dessalement de l'eau de mer, qui permettront de fournir l'eau douce nécessaire au développement de l'homme et de la nature. Le canal Mer Morte-Méditerranée devra être construit dans le même but. Le projet de pipeline de la paix devrait aussi être réalisé. Proposé par la Turquie dans les années 80 pour contribuer à la paix israélo-arabe, il prévoit le transfert d'eau des fleuves Ceylan et Ceylan sur un axe ouest, Syrie, Jordanie, Israël, Palestine, et sur un axe est, Syrie, Irak, Koweït. En continuant notre route sur le Nouvel Orient Express, Damas sera un carrefour de civilisation essentiel de la nouvelle route de la soie, reliant Israël, l'Asie centrale, l'Iran, mais aussi la Jordanie et l'Arabie saoudite. La liaison par la Turquie permettra de relier l'Europe, Berlin et Paris. Pour acheminer le fret depuis Shanghai jusqu'à Rotterdam, il faut compter au minimum 1 mois par voie maritime, moins de 3 semaines en train et environ 15 jours en camion. L'amélioration des infrastructures permettra de réduire de moitié ce temps de transit et de disséminer du développement sur ce nouvel axe d'échange. Reliant l'Europe par le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie, la partie chinoise de cette route sera par la région autonome ouïghour du Xinjiang. 2 autres routes sont envisagées pour rejoindre l'Europe. Une passant par le Kazakhstan et la Russie, l'autre traversant le Kazakhstan via la mer Caspienne. La nouvelle route de la soie est déjà en cours. En 1996, le gouvernement chinois avait rassemblé des penseurs et des politiques du monde entier pour réfléchir à un pont terrestre eurasiatique permettant le développement de l'intérieur du continent. Helga Tsep-Larouche, la présidente internationale de l'Institut Schiller, y avait présenté le projet de nouvelle route de la soie comme alternative à la mondialisation financière prédatrice et comme moyen d'assurer la sécurité commune de l'Asie et de l'Europe. Le 13 septembre 2013, quelques jours après que la proposition russe de désarmement chimique de la Syrie ait permis de stopper l'escalade vers un conflit militaire entre l'Ouest et l'Est, le président chinois Xi Jinping a relancé le débat. Lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai réunissant la Chine, la Russie, l'Iran, l'Inde, le Pakistan et les pays d'Asie centrale, il a réitéré son appel à un développement économique entre l'Asie et l'Europe autour de la nouvelle route de la soie. La nouvelle route de la soie est un objectif incontournable pour l'humanité. Elle permettra de répondre aux besoins de développement d'une population mondiale en expansion. Accès à l'eau, à l'électricité, au transport, au travail qualifié, à la sécurité alimentaire et à l'espérance d'une vie meilleure pour les générations futures. Cette intégration économique du Rimland et du Heartland mettra progressivement fin aux conflits de toutes sortes, religieux, ethniques, territoriaux ou pour les ressources. Sa réalisation est à portée de main. Le plus dur devant nous est avant tout de mettre hors d'état de nuire l'oligarchie financière qui monopolise l'argent et pousse par sa logique les dirigeants occidentaux à la guerre. Le rétablissement du Glass-Steagall Act en Europe et en Amérique mettra fin au règne des banques casinos et sera l'occasion de mettre en place un système réorientant le crédit pour financer les grands projets.